Qui veut du miel doit s'attendre à affronter les abeilles. Veut dire tout simplement, quel que soit l'objectif que vous avez, vous devez vous attendre à affronter des difficultés, des embûches qui pourront toutefois obstruer votre chemin et empêcher à atteindre votre objectif. Mesdames et messieurs, ma façon de vous dire bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans votre émission. C'est une émission socioculturelle. Cette émission, mesdames et messieurs, vous apporte de l'éclairage sur les métiers quotidiens congolais. Et pour aujourd'hui, nous avons bien décidé de recevoir un homme politique, en même temps entrepreneur et économiste, à qui je m'avais dit honorable Loadi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, vous-même. Très bien. Je rappelle que vous êtes honorable député de la province de Kwilu, mais hormis ça, vous êtes aussi entrepreneur et économiste. Sur ce, nous allons essayer un peu de parler sur quelques points qui taraudent la population congolaise. J'ai une question pour nous que vous puissiez éclairer l'opinion publique qui est en train de nous suivre en ce moment. Première question, honorable, comment d'abord définissez-vous l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. Avant toute chose, je tiens à vous remercier. Très bien. Surtout pour l'honneur que vous venez de m'offrir. Lorsque vous m'avez appelé, je n'ai pas hésité un seul instant. Et lorsque vous m'avez parlé que nous allons parler de l'entrepreneuriat, je me suis dit c'est une très belle chose. Je ne vais pas hésiter, je vais répondre à l'invitation pour que je puisse un peu essayer de parler de ma propre expérience, mais aussi de partager avec vous à travers les médias. Bon, qu'à cela ne tienne, revenons sur la question. Tu dis, qu'est-ce que signifie entrepreneuriat? Entrepreneuriat, j'aimerais donner une définition très simple. Parce que ici, on ne va pas réfléchir d'une manière pédagogique, mais je crois que nous allons réfléchir d'une manière simpliste pour que tout le monde qui nous suit ait quand même une idée de ce que nous voulons dire. Entrepreneuriat, pour moi, ce n'est rien d'autre, c'est l'initiative privée qu'une personne dans un pays donné, il prend pour dire voilà, moi je vais créer une structure. Cette structure a comme objectif poursuivi, c'est le gain, c'est le bénéfice. Voilà un peu. Et dans l'entrepreneuriat, si vous voulez que je puisse aller un peu plus loin, c'est qu'il y a trois choses pour moi que j'ai toujours considérées. Il y a d'abord le capital, ensuite il y a le capital financier, le capital humain et surtout l'opportunité ou le marché. N'oubliez pas, quand nous parlons de l'entrepreneuriat, nous sommes au Congo et quand nous parlons du Congo, c'est un pays capitaliste, c'est un pays où l'économie est tournée vers le marché. Donc il faut qu'il y ait l'opportunité, il faut que l'homme ait du capital humain, soit lui-même, soit un groupe de gens, et il faut qu'il ait aussi, si vous voulez, le capital financier. Très bien. Comment d'abord expliquez-vous cette mutation ou cumul de fonctions, donc si je peux le dire comme ça? Vous étiez entrepreneur, du coup vous avez eu cette pensée de postuler et de devenir aujourd'hui député. C'était quoi d'abord la motivation qui vous avait boosté à postuler pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Bilolo, sincèrement, moi j'étais toujours mal placé de parler de moi-même, oui. Mais parce que tu voulais que j'en parle, je crois que lorsque je sortais de l'université, mon premier emploi, si vous voulez, c'était l'assistanat. Et ensuite, pendant que j'étais dans l'assistanat, il y a un frère aîné à moi, que son âme repose en paix, Pati, qui n'est plus de ce monde, qui avait pensé, qui m'avait dit, je crois que c'est bien d'être assistant, tu es intelligent, tu enseignes, mais je crois que tu peux encore apporter plus à notre pays. C'est comme ça qu'il m'a détaché. J'étais contraint de démissionner, de venir les rejoindre dans les affaires, dans les petites affaires, dans une PME. Et ce qui a fait que j'ai évolué longtemps, plus de 10 ans, dans les PME, comme tu dis, comme tu le sais. Mais vous savez que lorsqu'on est un citoyen d'un pays, pour servir, il faut toujours avoir des ambitions. Et moi, j'ai essayé un peu d'observer la classe politique depuis les années 90 jusqu'à ces jours. J'ai toujours constaté qu'il y a quelque chose qui manque dans la vie politique de notre pays. C'est des hommes et des femmes qui sont outillés, qui sont structurés
mais qui ont comme vision comment amener ce Congo vers un pays développé, vers l'émergence, comme j'aime le dire. Et moi, je crois que je suis de ces hommes, je suis de ces technocrates, si vous voulez, de ces entrepreneurs qui pensent qu'il faut apporter plus. Mais vous savez, pour changer les choses, la chose la plus importante, il faut avoir la décision. Hein, et non commencer à subir. C'est pourquoi je me dis, la politique, ce n'est rien d'autre. C'est la gestion de la cité. Et c'est à travers la politique qu'on prend des grandes décisions. Ce qui a fait que moi, je puisse prendre la décision de bon voilà. Des idées, nous les avons. Les capacités, nous les avons. Ce qui manque, c'est de nous inscrire dans la logique des structures de l'État pour pouvoir contribuer. Comment vous arrivez à gérer la politique en même temps, entreprendre et consort? Mais vous savez, d'abord, moi j'ai une expérience depuis si je peux aller plus loin, depuis des 15 ans. Donc, lorsqu'on a une entreprise, l'entreprise, et je vais aller plus loin en te disant, vous savez, si on doit parler en termes de principe, parce que une entreprise ou une PME, il y a des instruments de gestion qui n'est rien d'autre, entre autres la comptabilité, entre autres les structures que vous mettez en place. Mais et nous, on a toujours dit que quand on crée une société, quand on crée une entreprise, donc l'entreprise devient une personnalité ou une personne différente de la personne qui l'a créée. Ça veut dire qu'elle doit être indépendante, elle doit avoir ses principes, elle doit avoir ses structures. C'est pour te dire que pour gérer une PME, vous n'avez pas besoin de mettre tout le temps à la disposition de PME. Vous avez un chef du personnel, vous avez un comptable, vous avez un gérant et vous avez tous les instruments nécessaires de gérer votre entreprise, même en distance. Et la technologie étant aujourd'hui, les choses sont encore plus simplifiées. Très bien. J'ai bien dit, hormis ce que vous êtes d'abord politiquement parlant, vous êtes aussi entrepreneur, eh bien je vais le dire maintenant là. Ouais. Alors, comment d'abord mesurez-vous la portée de l'entrepreneuriat ou encore le niveau du système entrepreneurial dans notre pays? Parce qu'on a comme l'impression que ce secteur est pratiquement jeté à la poubelle. Ah, c'est la question très importante. C'est la question que j'attendais. Voilà, à travers le monde, je te dis aujourd'hui, tel que nous voyons les choses, nous avons eu les blocs capitalistes et les blocs socialistes qui est pratiquement en train de disparaître. D'ailleurs, même les grandes économies, en fait, les grands pays comme la Russie, l'URSS n'existe plus aujourd'hui. Donc tout le monde aujourd'hui est en train d'aller vers le marché. La Chine, notamment aujourd'hui, les pays africains est pratiquement envahi par les Chinois. Vous savez, les Chinois, c'est l'un des pays communistes où tout était concentré entre les mains de l'État. Mais ça n'a pas marché. Vous avez vu les États-Unis qui ont commencé avec ces systèmes, l'Europe occidentale, et ce qui a fait que ces pays-là se développent. Mais l'entrepreneuriat apporte quoi? Ou le PME apporte quoi à l'État? Il y a deux dimensions. La première dimension, c'est que l'entrepreneuriat apporte le moyen économique à l'État. L'entrepreneuriat crée énormément d'emplois. Vous savez, la difficulté peut-être auquel nous sommes confrontés, mon frère, c'est que dans notre pays, nous n'avons pas de statistiques. Si on avait les statistiques, aujourd'hui on nous parle autour de 80 millions d'habitants. Moi j'aime, quand je parle de l'économie congolaise, j'ai des soucis, j'ai beaucoup analysé, étudié ce qui s'est passé à l'époque des Belges. Je me suis toujours posé la question, pourquoi les choses se sont très bien passées? Pourquoi l'économie congolaise était florissante pendant cette période, les 60 ans de l'indépendance, en fait, 80 ans où nous étions colonisés, hormis l'autre époque où le Congo était la propriété comment dirais-je, du roi des Belges, et après il a cédé, si vous voulez. Mais aujourd'hui, l'économie congolaise, on ne peut en aucun cas parler de notre économie sans le secteur privé. Ce secteur privé ou l'entrepreneuriat, il faut le voir à deux dimensions. Il y a la dimension où il y a une partie qui est formalisée, en fait, qui est formelle, si vous voulez, ou comme on dit, secteur formel, privé formel, mais une autre partie, une grande et non la moindre, qui est pratiquement informelle, où l'État
n'a pas la même mise. Est-ce que c'est ces différents entrepreneurs qui sont, et même qui veulent que la situation reste comme ça, est-ce que c'est l'État lui-même qui est un peu distrait, je m'excuse les termes, et qui laisse ces secteurs aller? Bon, je ne saurais rien dire. Mais à Kinshasa, pour ne même pas aller dans les couilles où je suis lié, aujourd'hui, regardez les ménages, l'ensemble des ménages. Vous pouvez prendre tout un quartier, peut-être 2 ou 3, 4, 5, 6 personnes qui travaillent dans les structures de l'État. 5-6 personnes qui travaillent dans des sociétés organisées, des grandes sociétés avec les capitales extérieures. Mais la grande partie, le gros de l'économie congolaise, c'est dans les secteurs privés, donc des initiatives privées. Et vous allez constater qu'aujourd'hui, combien de jeunes qui sont déversés à la fin de chaque année, des universitaires qui sont versés, combien qui sont dans toutes ces sociétés-là et combien qui sont dans les secteurs informels. Je vais prendre un exemple qui va peut-être te surprendre, que nous minimisons. Mais avant ça, vous savez qu'à l'État belge, prenons dans le cas des transports urbains à Kinshasa, il y avait, nous on n'était pas nés, tu n'étais pas encore né, il y avait des structures bien organisées, ici où les Belges avaient pour le déplacement, à travers la ville-province de Kinshasa, même la communication avec l'arrière-pays, avec les Bandundu, avec le Bas-Congo qu'on appelle aujourd'hui Congo central. Il y avait des structures, il y avait des transports, des sociétés de transport, et même à un moment vers les années 90, il y avait les Sotras, il y avait les City-Trains, il y avait des sociétés de l'État. Mais aujourd'hui, si nous faisons l'analyse, si nous faisons les bilans, ne serait que sur ces plans-là, tu vas voir qu'en dehors des, comment on appelle la société qu'on appelle, comment on appelle la grande société là, qui a des bis Mercedes, où le président de la République a même inauguré quelques bis au profit des étudiants. Mais maintenant, ce sont les initiatives privées. Vous avez des taxis-bis qui n'appartiennent qu'aux individus. Vous avez des taxis, communément appelés ketch, qui appartiennent aux individus privés. Et je vais aller plus loin, et ça va peut-être vous scandaliser. Nous avons maintenant les systèmes de motos organisés. Vous savez combien de jeunes aujourd'hui, même des licenciés, je m'excuse les termes, qui sont en train d'assurer, qui ont pratiquement pris ces secteurs en main. Mais seulement avec la difficulté, comme tu vas le constater avec moi, malheureusement l'État ne fait aucun effort. Vous allez voir ces motards qui sont en train d'œuvrer sans toutefois être organisés avec tous les dégâts nécessaires. Mais honorable, en fait, c'est quoi d'abord l'impact majeur L'impact de ce secteur? Je l'ai dit, l'impact, il contribue à l'économie de notre pays. Mais il y a combien de RCSM qu'on délivre à travers le pays? Parce que pour devenir commerçant, quand vous avez une initiative privée, la première des choses, c'est d'avoir les RCSM. Hormis, je dis bien, vous devez suivre ce que j'ai dit. J'ai dit, dans ces secteurs, il y a 2 blocs. Il y a un bloc qui est un bloc connu, un bloc identifié, qui travaille et qui verse les taxes, qui contribue à l'État à travers les taxes et les impôts. Mais il y a un autre bloc qui intervient, mais qui n'est pas identifié, qui est vraiment dans l'informel. Est-ce que le problème, c'est ces blocs-là? Non. Le problème, c'est l'État, peut-être, c'est discutable, on peut faire toute une émission là-dessus. Mais ce qui est plus important, votre souci pour que les téléspectateurs nous suivent, donc les secteurs aujourd'hui privés, je peux aller plus loin, ça occupe pratiquement 90% des ménages. Les enfants qui étudient, les salaires qui sont versés, prenons combien, mettons-nous dans la logique. Je donne un exemple simple. Les différents motards que tu trouves dans la ville de Kinshasa, parce qu'on parlait des secteurs de transport. Nous avons des milliers de motos. Des milliers. Et chaque jour, les Indiens et les Indo-Pakistanais ne font que les importer pour venir vendre. Vous savez combien de motards aujourd'hui qui vivent grâce à ces métiers? Vous savez combien qu'eux rapportent dans les différents ménages? C'est qui supportent les femmes, enfants, loyers. C'est énorme.
Et ce n'est pas minimisable. Donc bref, il ne faut pas le minimiser. L'État peut-être n'a pas encore saisi l'opportunité de s'organiser, de les regrouper sous forme de corporations. Ça, c'est ce qui a été toujours mon souci. Je me pose même la question, si les ministres des PME me suivent, si les ministres des budgets, les ministres du plan, et pourquoi on doit laisser des différents secteurs aussi importants qui devraient être formalisés, être le poumon de l'économie de notre pays, on les laisse de côté. Donc c'est pour te dire que c'est un secteur non minimisable aujourd'hui. Très bien. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre que nous sommes devant l'honorable député provincial de Kouilou, Monsieur Louadi Aldo. Voilà, c'est avec lui que nous sommes en train d'éplucher quelques points, questions pour lui de vous éclairer là-dessus. Voilà, honorable. Oui. Comment d'abord expliquer qui est censé faire l'entrepreneuriat? Ou faire l'entrepreneuriat, donc il faut toujours étudier ou n'importe qui peut faire exercer ces métiers? Voilà. Sur cette question, je voudrais rentrer un peu à l'université. Ce que j'ai appris, tu m'as présenté comme un économiste de formation. Très bien. J'ai eu un certain nombre de cours de gestion, mais il s'est fait qu'ici, je ne suis pas en train de parler comme assistant à l'université, mais comme un homme avisé, un technocrate, mais aussi un économiste au même moment, et il y a de l'expérience. Tout le monde peut l'être. Mais ce que je connais, il faudrait quand même que ce soit un homme qui a des prérequis. Des prérequis, ça veut dire quelqu'un qui a quand même des notions élémentaires de gestion. Parce que je t'ai dit qu'il faut savoir aussi que quand nous parlons de l'entrepreneuriat, il faut réfléchir en termes d'opportunités, d'opportunités du marché. Il faut que quelqu'un qui a des notions, quand on parle de métier, il s'agit de quoi? Qu'il connaît un minimum de notions élémentaires sur la comptabilité générale, pour savoir inventorier son patrimoine, les connaître. Comptabilité analytique, à ce qui concerne les petites structures de fabrication, de production, il doit savoir quel est son coût de revient pour tel produit fabriqué, pour lui permettre de fixer enfin le prix des ventes. Il doit être à mesure de déterminer ses frais d'accessoires d'achat, ses frais d'accessoires de vente, c'est important. Si il n'a pas ça, mais il peut être accompagné d'une autre personne qui a subi cette formation, qui doit être comme le guide. C'est très important. Ça doit être aussi un homme qui a toutes les capacités physiques, ça c'est important, mais aussi un homme qui doit avoir aussi de l'éthique. Éthique dans la gestion. Parce que quand je parle de l'éthique, j'ai fait appel, comment dirais-je, à la morale. Oui. Parce que n'oubliez pas que tu m'as posé une question importante et très pertinente. Mais qu'est-ce qu'il apporte à l'État? C'est vrai, il va se servir. Il va créer une activité rentable, opportunité. Il va gagner de l'argent. Mais il faut que ce soit un homme d'éthique, qui n'est pas là pour tricher, pour mentir, pour tricher et tromper l'État. Tu comprends? Très bien. Et il doit avoir toutes les notions nécessaires. Parce que si lui-même aussi n'est pas à mesure d'évaluer son activité, de ne pas avoir la comptabilité, comme je l'ai dit, analytique selon les cas, générale d'une manière patrimoniale, la difficulté c'est que l'État, lorsqu'il va découvrir, il peut aussi l'amener à lui dire, voilà messieurs, voilà ce que tu dois à l'État. Mais s'il n'est pas à mesure de démontrer aussi à l'État que non, ce n'est pas ce que je dois, voilà ce qu'il doit. N'oubliez pas que notre système fiscal est déclaratif. Donc, ça doit être un homme de valeurs, un homme intègre, un homme, il y a des notions de gestion, s'il ne les a pas, et aussi, je vais aller plus loin, il y a des là, des mamans, par exemple, qui n'ont pas eu ces notions, mais Dieu les a créés gestionnaires. Dieu a mis dans eux, et ça, il n'y a pas de contestation. Voilà, donc il y a tous ces aspects-là, mais les plus importants, les aspects les plus importants, les conditions les plus importantes, ce sont lesquels que je viens de citer. Très bien, du pastis et du chaos dans la tête des jeunes Congolais aujourd'hui. Nous sommes en train de chercher, entreprendre c'est quoi, faire du business c'est quoi. Est-ce que pourriez-vous au moins établir une différence entre d'abord entreprendre et faire du business? Parce que ce oui, ça c'est une question importante. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose de
Très important. Parce que si on ne les dit pas, notre émission n'aura pas sa valeur. Et même les gens qui vont te suivre vont te dire, mais finalement, qu'est-ce que l'OAD a dit? Je voulais revenir sur l'importance de l'entrepreneuriat par rapport à l'économie. Voilà, ce que moi j'ai pris à l'université. Lorsque nous prenons les petites et moyennes entreprises, elles sont là pour créer des richesses. C'est vrai d'abord, c'est pour leurs intérêts personnels d'abord et familial. Parce que les PME ont caractère familial. Vous allez voir dans une entreprise, papa est PDG, son épouse était très caissière et l'enfant, c'est lui le manager. En fait, c'est lui comment chargé des logistiques, je ne sais pas dans quel domaine. Mais ce qui est plus important, c'est qu'ils apportent la richesse. Oui. Et lorsque nous parlons, nous voulons voir l'économie d'une nation. L'économie d'une nation et la valeur d'une nation, c'est le PIB. Produit intérieur. Oui. Je n'aimerais pas, je vais vraiment donner des explications simples pour que tout le monde comprenne. Très bien. Alors, la richesse du pays, d'une nation, il est quantifié à travers cette notion-là, PIB, produit intérieur brut. Mais qu'est-ce que signifie PIB? C'est la somme, si vous voulez, des différentes richesses apportées par les agents économiques d'une nation. Les agents économiques d'une nation sont lesquels? Nous avons l'État lui-même. Lui-même, il est l'entrepreneur. Exactement. Je prends l'exemple de la Régie des eaux et la SNEL. Quand bien même le gouvernement, comment dirais-je, le gouvernement Mouzito, il avait pris un décret pour que s'il me suit, il ne me donnera pas tort, il a pris un décret pour que ces sociétés-là deviennent des sociétés commerciales, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune de ces sociétés que quelqu'un est venu déjà prendre le capital, parce que ce sont des sociétés qu'on appelle à responsable, non, des sociétés par action. Donc, leur capital est à travers les actions. Personne. Donc, l'État lui-même, c'est un agent économique. Il y a des sociétés multinationales, comme je ne vais pas les citer, vous le connaissez. Il y a aussi des ONG qui sont aussi des opérateurs, en fait, qui sont aussi des opérateurs économiques d'une manière ou d'une autre. Il y a des PME. Donc, les PME apportent quelque chose dans le produit intérieur brut à travers leur valeur ajoutée. Et maintenant, je vais revenir. Voilà. Et pour finir, nous, en comptabilité à l'époque, quand j'étais aussi assistant, c'était, pour les calculer, c'était simple avec la comptabilité générale. On prenait la classe 6, le compte 64 jusqu'au compte 68, plus les bénéfices, vous avez tout ce qu'on appelle valeur ajoutée. Et la somme, c'est qui donne le PIB dans l'ensemble du pays. Mais à la question de savoir quelle différence entre entrepreneuriat, c'est ce que je reviens maintenant à la question, et les business. La différence, c'est que business, j'aimerais parler en termes d'une activité commerciale ponctuelle. Tu sors d'ici, quelqu'un te demande, monsieur, est-ce que tu peux me montrer, par exemple, là où je peux acheter tel produit? Toi, tu peux te dire, tu peux te constituer. On me dit, non, je connais. Si tu es un homme captif, tu te dis, bon, voilà, j'ai de moyens, je peux l'acheter, venir vendre. Tu peux jouer l'intermédiaire entre deux personnes. Mais en réalité, et ce n'est pas ce qui est dans tes activités. Tu n'es qu'un journaliste. Tu peux faire une affaire ponctuelle dans les cadres des fonctions, comme tu peux le faire. Mais entrepreneuriat, c'est là où moi j'ai toujours dit, je dois faire un livre sur ça. Ça, ce sont des choses bien planifiées. Avec un business plan, tu te dis, bon, moi, je vais lancer telle activité. On va te dire, pour lancer telle activité, les préalables, il faut avoir le registre de commerce, il faut avoir l'identification nationale, il faut avoir une administration, il faut avoir un compte bancaire, il faut avoir un numéro d'impôt, il faut avoir un numéro de la SSM, SSN, comme maintenant on parle avec l'INSS si vous voulez. Donc, et là, vous vous lancez dans une activité commerciale à long terme. Très bien. Voilà. La matière est tellement vaste, je pense que nous allons y revenir, mais prochainement, vous allez expliciter en long et en large. Alors, c'est quoi d'abord votre cheval de bataille ou les axes que vous abordez dans votre planification entrepreneuriale? Donc là, j'aimerais savoir, vous voulez me poser sur mon oui, moi je suis... Par rapport à votre investissement. Pour moi, je suis dans l'élevage. Ce qui me... Et j'allais te dire que moi, ce qui me facilite, c'est que l'élevage que j'ai fait, le gros bétail, ce n'est pas un élevage qui demande qu'il doit être là, il faut tout planifier. Voilà. Donc, combien de gens déjà vous engagez?
Ah non, ça c'est vraiment une vie privée. Je ne serai pas sur le plateau les dire. Ce que tu dois savoir seulement que je suis entrepreneur, je suis dans le secteur, comment dirais-je, d'élevage et j'ai fait l'élevage de gros bétail. Voilà. Très bien. Essayons un peu de parler sur l'économie et le développement. Oui. Exactement. On va essayer un peu de fleurir sur quelques points. Honorable, on vous sent un peu trop critique à l'égard de la gestion de la province du Kwilu, bien sûr. Oui. Et nourrissez-vous des ambitions pour son gouvernement? Non, sincèrement non. Mais ça ne veut pas dire que je manque de capacités pour pouvoir gérer la province du Kwilu, non, loin de là. Mais seulement, pour moi, ce n'est pas encore le temps. Vous savez, sur le plan politique, pour devenir gouverneur, il y a des conditions. Hein. Je peux aller plus loin. Les collègues qui vont me suivre, moi je suis de l'ACC. L'ACC n'a que 8 députés sur 48. Parce que pour devenir gouverneur, vous devez être élu. Moi, je ne suis pas un homme politique opportuniste. Hein, je suis de ceux qui défendent des valeurs, mais qui sont sur la ligne droite. Très bien. C'est-à-dire pour moi, pour que je puisse avoir de l'ambition, il faut que les préalables soient remplis. Pour que les préalables soient remplis, vous voulez que je devienne pour que je sois, pour voir comment corrompre, comment faire ceci. Je ne suis pas prêt à le faire, je ne le ferai jamais. Très bien. Parce que je souhaiterais continuer à être, et je joue bien mon rôle. Merci beaucoup. Je parle à l'Assemblée, si on ne m'écoute pas, maintenant, tu m'as invité, le président de la République va me suivre. S'il ne me suit pas, ses conseils vont me suivre. Le Premier ministre, j'ai l'occasion de le raconter. Je l'ai déjà rencontré plus de 2 fois. Donc, j'aurai toujours le temps de faire parvenir. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. Il y a beaucoup de choses que j'ai proposées. On n'a pas le temps. Et je suis surpris de voir que des fois, des choses que je propose, et tu vois, c'est appliqué, même si ce n'est pas moi qui suis acteur dans cette, mais c'est l'honneur pour moi. Nous réfléchissons de la même manière avec le gouvernement. Merci beaucoup, honorable Aldo. Alors, une autre question. Pensez-vous que l'ex-province de Bandundu était prête à subir la décentralisation? La décentralisation, moi je crois que c'est... D'ailleurs, la décentralisation, l'avantage de la décentralisation, ça permet à rapprocher les dirigeants aux dirigeants au gouverner. C'est important. Parce que vous n'allez pas gérer une province peut-être, n'oubliez pas, la province du Kwilu, c'est toute une nation. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les gouverneurs ne pourra pas arriver. Mais si je prends la province du Kwilu à l'heure actuelle, il n'y a que 5 territoires. Ce que j'ai toujours déploré, on ne fait plus de routes, des ponts et chaussées, si vous voulez. La voie navigable, on ne fait pas. Ce qui rend peut-être la situation difficile. Mais si nous avons un exécutif avec une très bonne gouvernance, avec des réformes qu'on peut mettre sur pied, en intégrant l'Assemblée provinciale, main dans la main, je crois que la décentralisation a sa place. Et aujourd'hui, c'est devenu même constitutionnel. On ne peut plus reculer. Honorable Wadi, est-ce que ce qu'a subi la province du Kwilu aujourd'hui en termes de mobilisation des recettes et ressources n'est pas fruit d'une politique de décentralisation précipitée, on peut le dire comme ça? Non. Mais mon cher ami, je vais te dire une chose. Oui. Cette décentralisation a été consacrée dans la Constitution en vigueur, selon les juristes que nous sommes en train d'appliquer. Vous avez vu, c'est en 2013 ou 2014, je ne me trompe pas, que le président de la République, l'ancien président, a dit non, voilà, si nous attendons des moyens, nous ne serons pas partis, on a démembré. OK? Ouais. Mais depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement 5 ans. Mais moi, j'ai toujours dit, on va pas faire le parallélisme avec les premiers premiers ministres qui a eu 3 mois qui n'avaient pas les moyens, Lumumba qui n'a pas eu l'état de mettre des réformes et veiller sur ça. Mais dans 5 ans, depuis qu'on a décentralisé, qu'on a la province du Kwilu, le problème, c'est la vision. Ça veut dire, aujourd'hui, parce que tu parles de comment collecter les recettes et les impôts dans la province du Kwilu, c'est simple. Nous avons maintenant beaucoup de banques. Pourquoi ne pas mettre à chaque poste? Je ne donne qu'un exemple, parce que là, tu veux parler de la faible mobilisation des recettes. Exactement. Là, ce que je déplore et ce qui est condamnable, au regard de l'homme congolais, et là, j'aimerais en parler, c'est très important, parce que quand tu m'as parlé, j'ai un peu, mais je n'allais pas aller plus loin. Allez-y, passez le cours de... Oui, je comprends. Ouais. Mais... Et on ne peut pas, aujourd'hui, c'est difficile pour un Congolais de prendre de l'argent et d'aller mettre, lui les collecteurs, tu lui donnes la possibilité de prendre de l'argent et d'aller le déposer dans une banque.
mon cher, je suis convaincu, si tu lui donnes 100 000, ce qui va arriver en définitive à la banque, ça sera 20 000. De par le comportement. Ça, c'est un. C'est la première réforme, c'est celle-là. C'est que dans tous les postes de perception, qu'il y ait des structures bancaires, qu'on ait des comptes clairs et définis, connus par tous. Deuxième problème, il faut quand même que nous ayons un effectif identifié qui doit faire quoi? On ne peut pas avoir une direction de DGREC où même le DG lui-même, l'actuel c'était un ami, c'est un collègue, qui a même des problèmes de maîtrise d'effectifs. Alors, quand quelqu'un n'a même pas une carte, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Mais vous pensez que ces messieurs, si quelques francs congolais tombent entre ses mains, qu'est-ce qu'il verra? Il va les régler, il va vous régler. C'est un problème de conscience honorable. Donc il y a beaucoup de réformes qu'il faut prendre. Il y a une question. Ce n'est pas un problème de décentralisation, c'est un problème d'organisation. Une question posée par l'interpréteur, je vais le lire bien très bien. Oui. Comment justifiez-vous ces revirements des Kouilou, autrefois d'abord industrialisés, greniers agricoles, il y avait des PLZ, il y avait les Sobrabandes, il y avait des grandes plantations agricoles, coopératives dans différentes localités de terri. Aujourd'hui, cette contrée survit maintenant par le simple receveur des taxes de péage. Je m'excuse. Oui. Je m'excuse. D'abord, je vais te dire une chose. Okay. J'aime toujours interroger l'histoire. Si la première des questions, c'est de savoir ces industries, ces PME, ces plantations étaient gérées par qui à l'époque? C'était géré par les Grecs et les Portugais. Mais quand il y a eu la zarisation, Mobutu prend une décision un matin, il les prend pour dire qu'il c'est inconcevable de voir un étranger venir investir. En fait, c'est ça l'idée, parce que l'État nous est pas favorable. C'est à travers cette décision où il avait pratiquement mis un coup à notre économie, l'économie de nos provinces. Il prend ça, il donne aux politiciens. Mais papa, aujourd'hui, quel politicien que tu connais qui a déjà eu une activité florissante? Même moi, je ne sais pas si j'allais commencer avec le politique, peut-être même le PME allait faire, mais là, c'est déjà fermé. Vous êtes trop critique. Donc, les hommes politiques n'ont pas, si vous voulez, ils n'ont pas les capacités, je pèse bien mes mots, et pas d'éthique pour une gestion. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu ne veux pas en parler, les temps, regarde tout ce que nous apprenons. L'homme congolais, on les met des bons discours, mais tout de suite, quand il voit qu'on lui donne la gestion, quand il trouve l'argent, il est lapide pour construire des immeubles, pour envoyer les enfants en Europe. Mais il n'a aucune notion de dire je dois aller sur le plan privé pour créer des entreprises, pour contribuer à la PIB de notre pays et donner de l'emploi aux jeunes et à la population congolaise. Si je comprends bien, donc le Kouilou, la réponse c'est que toute cette situation florissante sur le plan économique, c'était les activités gérées par le colon. Donc ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'homme congolais. C'est rien d'autre. C'est la gestion au quotidien qui pose problème. Très bien, honorable. Vous êtes trop critique. Vous, les députés en général, je peux le dire. Ouais. Alors, je voudrais savoir, quel est votre rapport d'abord particulier en tant qu'élu de Gungu dans cette province de Kouilou? En tant qu'élu de Gungu. Allez à Gungu, vous demandez, moi je ne vous dirai pas. Aujourd'hui, il y a des petits ponts qui sont en train de se faire. Je suis partisan. Ça, c'est un. Je suis de ces députés qui contribuent à comment on dit, qui appuient les chefs de l'État sur le plan de la gratuité de l'enseignement. Et à l'Assemblée, je suis en train d'amener des édits. Le premier a été déjà déposé, l'autre est en chantier. Comment créer un fonds spécial pour financer l'agriculture? Parce que nous, la province du Kouilou, nous, on a comme vocation agricole. Nous sommes le deuxième pays, le deuxième grenier de la RDC par rapport à Kinshasa. Donc, et nous avons toutes les possibilités de développer notre province. Et ce qui nous manque, c'est les moyens. Les moyens, j'ai toujours dit, les capital humain, il faut la former. Les capital financiers, si vous ne pouvez pas les mobiliser à travers les impôts et les taxes, mais vous pouvez interroger les marchés financiers qui peuvent être prêts parce que nous avons de quoi à hypothéquer. Donc nous n'avons pas de problème. C'est un problème de leadership. Obligé d'arrêter l'émission, obligé d'arrêter parce qu'on vient de me signaler, il nous reste quelques poussières de minutes. Question pour nous d'éclore
avec cette émission. Une dernière question, je peux le dire. Vous êtes député, mais aussi membre de l'Union sacrée. Ouais. Dans peu de temps, il y aura élection dans poste de 14 provinces. Alors on est en train de constater qu'il y a une corruption à grande échelle qui bat son plein, mais vous êtes député. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réaction ou encore quelques pistes de solutions que je pourrais devoir des bonnes élections? Les pistes de solutions, mon frère, maintenant, le collègue député provinciaux. En réalité, nous ne pouvons pas venir auprès du Premier ministre Sama, que je remercie pour les efforts qu'il est en train de déployer pour résoudre les problèmes de nous, députés. Mais vous savez, en 2019, c'était la corruption à travers toutes les assemblées. Quel est le résultat aujourd'hui? Il y a des amis qui ont eu des 100 000 $. Peut-être pour votre information, je connais des amis qui ont des 100, 150 000. Ils pensaient qu'en ayant 100 000 en 2019 et tous les malheurs, c'est terminé, que toute la situation. Mais aujourd'hui, on est revenu à la case du départ. Pourquoi? C'est parce que nous avons fait un mauvais choix. Laissons ces pays pour les développer. Il y a des mots qui les rongent, la corruption, les antivaleurs. Et ça, je demande à mes collègues députés provinciaux parce qu'ils sont concernés. Nous aussi, en réalité, notre province devrait aussi avoir des élections. Mais parce que l'exécutif a mis des moyens pour corrompre les quelques collègues. Et nous souffrons. Très bien, honorable. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans cette émission? Dernier mot, et puis on clôture avec les... Dernier mot, c'est que je voulais que ce Congo, il est grand, il est beau. Et j'aimerais vraiment être, un jour, que Dieu me protège, que je sois celui qui va contribuer à l'émergence. C'est vrai, je suis député provincial. Ce n'est pas le moindre, parce que j'ai été élu par la population. Mais j'aimerais qu'un jour, je me retrouve dans les circuits de décision. Pour imprimer l'argent. Moi, je suis d'une autre école, de l'excellence. Ça, je peux vous le dire. Les gens qui me connaissent, même lorsque tu es avec mes travailleurs à l'intérieur comme ici, vous diront qui est Louadi. Je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il faut avoir des millions, qu'il faut avoir des maisons partout, qu'il faut avoir des enfants. Est-ce que pour envoyer un enfant en Europe, il faut nécessairement voler dans le cadre de l'État et mettre les pays en mal? Je crois, c'est le message que je donne à tout le monde, que nous puissions bien gérer le Congo. Parce que nous allons y répondre un jour, d'une manière ou d'une autre. Merci d'être venu. Merci, moi je vous remercie. Très bien, mesdames et messieurs, qui commence bien Philippe bien, c'est par ici que nous mettons en terme à cette émission. C'était bien l'honorable Aldo Louadi, député provincial de Kouilou, qui était notre invité d'aujourd'hui. Quant à moi, mesdames et messieurs, je tiens à remercier l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci à Dadi Gampi, merci à Jonathan, merci à Bionic Fouti, merci également à notre cher caméraman Chungu. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement avec un autre visage. Ciao.